Les détracteurs de Wes Anderson seront satisfaits sans doute de trouver dans Asteroid City, le nouveau film du cinéaste présenté en compétition lors de ce Festival de Cannes 2023, matière à argumenter autour d'un univers filmique qui évolue peu depuis quelques années. Ils pourront même dire que le cinéaste ne s'est jamais autant replié sur lui-même puisque la trame d'Asteroid City permet l'éclosion d'un monde fermé et isolé du reste de la planète, un monde replié sur soi, un monde hermétique. Mais si les procédés qui guident l'élaboration de l'univers et de l'esthétique d'Asteroid City se connectent avec les atmosphères perçues autant dans les films d'animation du cinéaste que dans ses œuvres en prise de vue réelle, n'oublions pas que ces principes sont révélateurs d'intentions qui sont autant d'obsessions. Parmi ces intentions, la plus évidente est la traduction d'un mal-être individuel qui envahit le monde filmique peint par Anderson au point d'en devenir le seul horizon plastique des films de l'auteur. Bien évidemment, Asteroid City ne déroge pas à cette règle. C'est d'ailleurs sur l'esthétique que le cinéaste, via une figuration de lui-même interprétée par Bryan Cranston à l'écran, choisit de poser les bases d'Asteroid City. Nous sommes prévenus, parce qu'apostrophé par un présentateur-narrateur omniscient, Bryan Cranston donc, que le film sera avant tout une réflexion formelle sur la question de la représentation. Mais il s'agit en réalité d'un débat, les liens existants entre théâtre et cinéma, qui camoufle le plus important discours qui porte, lui, sur la nature profonde des êtres et ce qui les tourmente. Mais il faut tout de même s'attarder sur la question structuralo-formaliste de l'œuvre puisqu'elle occupe en grande partie le film et puis parce que le film s'ouvre dessus. Le cinéaste y revient sans cesse, comme pour se raccrocher à quelque chose, comme pour ne pas perdre pied. Cette insistance sur la forme, donc sur l'artifice, ne se détourne pas de sa mission. Il s'agit de nous imposer une structure narrative empruntée au théâtre, 3 actes découpés en scène qui se rappellent régulièrement aux spectateurs par l'apparition de cartons à l'écran, donc une structure narrative empruntée au théâtre qui sera revisitée par le cinéma de genre populaire, films d'horreur à la Universal, cartoon, western, film criminel, teenage movie, etc. Le ton du récit est sobre, plat, sans relief. C'est la mise en scène qui importe. À commencer par les cadrages qui se chargent d'images composites, les split screens. Des cadrages qui se fragmentent par l'intermédiaire de surcadrages qui invitent le spectateur à associer des images ou des idées dans l'espace du cadre filmique ou qui procèdent, au contraire, à une démultiplication des espaces scéniques par notamment l'intermédiaire de la cohabitation qui existe entre la scène théâtrale et le plateau du film. Tout ceci afin de pouvoir jouer sur la subtilité évocatrice des deux arts représentatifs pour suggérer et distiller des informations sur le propos central d'Asteroid City. Ainsi, les choses se disent de manière littérale ou parfois, lorsque celle-ci touche de trop près à l'intime, de manière figurée. Le ton donné par Cranston au début du film est grave, sobre, logique, puisque Asteroid City se fera l'écho d'une souffrance intérieure trop envahissante pour demeurer enfouie encore plus longtemps. Il faut que ça sorte. Alors pour se rassurer, les images précéderont toujours le texte. Nous verrons avant d'entendre. Le film, comme toujours chez le cinéaste, joue de traits humoristiques qui ne prêtent pas forcément à rire à gorge déployée, sauf en de très rares occasions. On rit pour cacher, on rit pour dissimuler un mal-être que la pudeur tente de réprimer. L'humour chez Anderson recouvre les choses comme pour les mettre à distance sans toutefois y parvenir réellement. La tentative de vaincre la mélancolie profonde qui habite les personnages échoue toujours, car le filmage est ce qu'il est et il ne triche pas. Les travelling, par exemple, relient physiquement des éléments a priori disparates topographiquement ou temporellement. Alors, ces mouvements de caméra procèdent à une sorte d'abolition des frontières spatiales ou temporelles afin de souligner l'impossibilité de se soustraire à ce qui ronge les individus de l'intérieur. Le microcosme convoqué par la ville d'Asteroid City se transforme soudain en une nouvelle scène de spectacle. Une nouvelle forme de théâtralité qui affirme le principe de forclusion générale qui irrigue le film comme sa trame. Asteroid City n'est ni plus ni moins, certains le regretteront, qu'une figuration d'affliction durable qui perturbe le développement identitaire de chacun des personnages et, sans doute, du cinéaste également. Les références cinématographiques abondent et sont, c'est régulièrement le cas dans l'œuvre de Wes Anderson, sauf à de rares exceptions près, des convocations d'univers filmiques précis qui renseignent sur ce qui se joue pour chacun des personnages. Prenons l'exemple d'un running gag qui apparaît ici ou là dans Asteroid City, la présence d'un volatile sur pattes qui évoque inévitablement l'univers de Chuck Jones et de son célèbre cartoon, le Roadrunner. Curieux choix en apparence. Mais il faut se souvenir de ce que véhiculaient les poursuites entre le coyote et le Roadrunner, c'est-à-dire la matérialisation d'une opposition. Mais pas n'importe quelle opposition. Chez Chuck Jones, la disjonction entre ces deux personnages est en réalité le socle d'une relation exclusive qui repose sur une animosité qui conduit à un conflit conditionné par la simple considération de l'existence de l'autre. L'affrontement inévitable qui en résulte est nécessaire car sans celui-ci, un épanouissement personnel n'est pas permis. Le combat qui oppose alors le coyote au Roadrunner n'est ni plus ni moins que la marque d'une incapacité mutuelle à intérioriser plus longuement les névroses qui habitent les personnages. Il en va de même chez Anderson. Chaque personnage est invité à
trouver son opposé, son inverse ou son prolongement pour, dans le décor unique d'Asteroid City, scène de théâtre multiple, mesurer l'ampleur et les limites des dysfonctionnements affectifs qui phagocytent le quotidien de chacun. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour que Wes Anderson revisite les mêmes univers perclus des mêmes mots, c'est que cela compte, au moins pour lui. Et ce qui compte pour nous, spectateurs, c'est de ne pas transformer son œuvre en ce qu'elle n'est pas, mais au contraire de la respecter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'expression d'une vision du monde, teintée d'une honnêteté et d'une sincérité incontestables.